Ladies and gentlemen, please welcome President-elect Donald J. Trump. Donald Trump has been elected president. حقق دونالد ترامب فوزا يوصف بالتاريخي. Donald Trump écrasant vainqueur de l'élection présidentielle. Congratulations, Mr. Trump. We're going to help our country heal. Ce qu'il se passe actuellement est complètement incroyable. Avec l'élection de Trump, plus rien n'est comme avant. Il revient au pouvoir et ça change beaucoup de choses. Le monde vit un moment de transition économique, politique et culturelle, et donc j'ai voulu faire un épisode très spécial. J'ai appelé Zakaria Garci un expert des sujets économiques, financiers et politiques, et il a accepté de venir nous donner son point de vue sans filtre. Aujourd'hui, on parle de l'élection de Trump et de son impact sur le monde, mais surtout, qu'est-ce que ça change pour le Maroc ? Quels impacts économiques et politiques ? Zakaria nous aide aussi à analyser l'économie marocaine et ses évolutions. Donc si vous voulez comprendre ces sujets et les impacts sur le Maroc en 2025, installez-vous confortablement, cet épisode est fait pour vous. Ce chiffre m'étonne toujours. 90% d'entre vous qui écoutez ce podcast régulièrement n'êtes toujours pas abonnés à la chaîne. Donc une seule chose, si vous aimez ce qu'on fait, si vous aimez ces podcasts et que vous voulez nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne. Ça nous aide énormément, on va continuer à faire venir des invités super intéressants et à vous proposer des podcasts de qualité. Zakaria Garci, bonjour. Bonjour, c'est Mohamed. Bienvenue dans Next Talk Podcast. Merci de m'avoir invité, un immense honneur de pouvoir échanger, discuter avec toi aujourd'hui. Un immense honneur pour moi, franchement très content de te recevoir. Tu es un banquier à la BERD, donc à la Banque européenne pour la reconstruction et le développement. Tu es aussi un analyste économique, un analyste financier. Tu suis de près l'actualité économique et financière marocaine. Et politique également. Politique marocaine, bien sûr, et internationale. Et donc, c'est pour ça que je suis très heureux de te recevoir. D'abord pour parler de ton parcours, pour parler de tous ces sujets-là et avoir un peu ton analyse sur ces sujets. Et aussi parce que l'actualité, elle est très chargée. Elle est toujours très intéressante, l'actualité, mais en ce moment particulièrement. Et donc, j'aimerais parler aussi de ces sujets d'actualité et avoir un peu ton éclairage dessus. D'abord, Sidi Mohamed, un immense plaisir encore une fois d'être avec toi aujourd'hui, d'échanger. Je trouve que tu fais un excellent travail de créer un débat business, économie. Je pense que tu es sur un segment un peu exploité aujourd'hui. Et je te souhaite beaucoup de réussite et je suis très heureux de voir que tes podcasts marchent très bien. Merci beaucoup, merci, ça me fait plaisir. Et justement, j'ai vu aussi, et ça fait plusieurs années que tu fais de la vulgarisation économique et financière. Bravo pour ce que tu fais. Tu as une chaîne YouTube et depuis 4 ans, je pense, ou plus. Et c'est aussi comme ça que j'avais découvert ton travail, parce que tu expliques des sujets qui sont complexes et tu prends le temps de le faire. Donc merci pour ça. Peut-être pour commencer, est-ce que je peux te laisser te présenter, s'il te plaît ? Oui, bon, je m'appelle Zakaria Garci, j'ai 39 ans. Je suis né en France en 1985, où j'ai vécu jusqu'à 91 à peu près. En 91, je suis parti vivre avec mes parents quelques années en Arabie Saoudite. Et je suis retourné, ou plutôt rentré, la première fois au Maroc, habité au Maroc en 95 à peu près. Et puis par la suite, j'ai dû de 95 à 2003 ou 2004, quand j'ai eu mon bac. Je suis parti en France. J'ai fait mes études en classe préparatoire, école de commerce. J'ai par la suite intégré une école de commerce dans la banlieue lyonnaise, l'EM Lyon. J'ai effectué une première expérience professionnelle en France, en banque d'investissement, dans les fusions-acquisitions. Et je suis rentré au Maroc par la suite. Et après une première expérience professionnelle au Maroc en fusion-acquisition, j'ai intégré la Banque européenne pour la reconstruction et le développement en 2015. Voilà, donc à peu près depuis 10 ans, je suis en charge des financements industriels. On va revenir pour sur... la Banque au Maroc. Et j'ai un peu aussi eu quelques passages à Londres. Mais voilà, donc c'est ce que je fais depuis 10 ans. On va revenir sur tout ça parce que, notamment, on a eu une discussion avant, j'ai trouvé ça très intéressant que, en fait, finalement, tu as vécu en France, tu as vécu, à l'Arabie Saoudite, tu as vécu
au Maroc. Donc déjà, tu as eu un parcours très multiculturel et aussi, on reviendra sur ton engagement qui, tu me disais avant qu'on commence, qui date de toujours. Donc depuis toujours, tu es engagé. Et aussi, Mitrilti au Maroc, après tes études. En France, tu t'es directement engagé et depuis, tu l'es et c'est super intéressant. Avant de revenir à ça, j'aimerais peut-être commencer par l'actualité. Il y a quelques mois, Trump a été élu aux États-Unis. On vient de voir l'investiture de Trump là tout récemment. J'aimerais bien avoir ton œil sur ce sujet, comprendre pour toi qu'est-ce que ça change, à la fois à l'international et pour nous au Maroc, d'un point de vue politique, d'un point de vue économique, tous ces changements-là. Bon, d'ailleurs, beaucoup de choses. Je pense que l'élection de Trump est un moment inédit. Un président qui a été battu aux élections en 2020 par Joe Biden remporte les élections de 2024 avec une revanche et un esprit revanchard pour revenir au pouvoir le 20 janvier 2025. D'ailleurs, c'est un moment inédit. Vous savez, moi, je vois un peu le différentiel en nombre de voix entre lui et Biden. Il y a eu un très gros changement parce que Biden avait remporté les élections en 2020 avec un différentiel de à peu près, ou un écart de 6 millions de voix. Ouais. Aujourd'hui, Trump remporte les élections avec un écart de 3 millions de voix par rapport à Biden, c'est-à-dire que par rapport à Kamala Harris, excusez-moi. Donc en fait, il a gagné à peu près 9 millions de voix par rapport à 2020. Si on peut analyser les choses de cette façon, même si cette analogie peut ne pas être très, très, très juste, mais ça montre il a perdu de 6 millions de voix et maintenant il a gagné 3 millions. Il a gagné 3 millions, donc c'est un delta de 9 millions à peu près de voix. Ouais. Aujourd'hui, quand je vois l'élection de Trump et son arrivée au pouvoir avec une armada de patrons de la tech. D'ailleurs, à titre d'anecdote, la fortune des patrons qui ont assisté à l'investiture de Donald Trump. J'ai vu passer un chiffre, mais je l'ai plus. Était à peu près 1400 milliards de dollars, wow. soit le PIB des Pays-Bas. Donc, je te rends compte de l'importance quand même de l'entourage richissime de Trump. Et je pense à une anecdote. J'avais assisté à une conférence en 2016, je pense, à Londres, par certains patrons d'instituts de sondage à l'époque, suite au scandale de Cambridge Analytica. Et un des messieurs dans cette conférence avait dit que si vous voulez faire de la politique aujourd'hui, en 2016 c'est la préhistoire par rapport à ce qu'on vit maintenant, si vous voulez faire de la politique en 2016, je ne vous conseille pas de faire un doctorat en sciences politiques ou en droit, mais je vous conseille de faire un doctorat en mathématiques ou en physique pour créer les algorithmes qui vous permettraient soit de comprendre les grandes tendances de l'opinion publique, soit de détourner cette opinion publique. Ouais. Soit de comprendre les réseaux sociaux et leurs algorithmes, soit d'en créer. C'est cette déclaration qui pouvait paraître un peu lunaire en 2016 est aujourd'hui d'une très très grande actualité. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est cette concentration de pouvoir politique et financier dans les mains d'une poignée de gens est extrêmement inquiétante. Troisième chose, quand j'écoutais le discours de Donald Trump, c'est peut-être une sorte de manifesto pour tous les mouvements d'extrême droite à travers le monde. Et puis, nous allons vivre une époque, je pense, propice à l'expérimentation de théories économiques, de nouvelles théories économiques. C'est-à-dire que voilà, nous avons un courant libertarien qui arrive au pouvoir. Avec une espèce d'annonce quasiment de guerre économique. Avec une annonce de guerre économique, mais d'abord, avant l'annonce de guerre économique, c'est une période propice à la dérégulation, à la déréglementation. Aujourd'hui, c'est le mot qui revient tout le temps chez Elon Musk, qui est un peu, peut-être, je dirais pas l'éminence grise de Donald Trump. Ça m'intéresse de voir comment la relation entre deux
surdimensionné va évoluer. Mais aujourd'hui, à la tête de ce ministère de l'efficacité gouvernementale que va diriger... J'ai vu d'ailleurs que Vivek est sorti. J'ai pas... Donc, dans ce ministère de l'efficacité gouvernementale, il y avait Elon Musk et Vivek qui était, je crois, un candidat à la primaire des Républicains, je crois. Absolument. Et qui a annoncé il y a quelques jours qu'il sortait. Là, voilà, arrive avec l'idée de faire une réduction drastique du budget fédéral. Le budget fédéral des États-Unis, c'est à peu près 6 500 ou 6 700 milliards de dollars. Bon, c'est gigantesque, bien évidemment. Et puis, la volonté de Elon Musk de réduire ça d'un tiers. Donc, en fait, quand on fait l'analyse, la répartition des dépenses fédérales américaines, vous avez beaucoup de dépenses qui sont incompressibles. Vous avez déjà 1 000 milliards relatives à la défense. Non, 1 000 milliards de taux d'intérêt d'abord, de la charge de la dette. Juste de charge de la dette. La même chose, 1 000 milliards de la défense. Vous avez à peu près 3 000 milliards pour les dépenses relatives à la sécurité sociale, santé, médicale, etc. Et vous avez 1 000 milliards ou un peu moins de l'administration. Donc réduire ça d'un tiers, ça veut dire faire des grosses coupes budgétaires sur beaucoup de choses, qui peuvent être très dangereuses. C'est improbable. La dette ou les intérêts de la dette, c'est peu probable. Et d'ailleurs, je pense que la charge d'intérêt va augmenter pour plusieurs raisons. La charge d'intérêt, c'est 1 000 milliards. C'est 1 000 milliards. Je ne parle même pas du principal. Sans le capital. Je parle juste de la charge d'intérêt. Cette charge d'intérêt pourrait évoluer parce que les bonds américains vont augmenter. Les bons de trésor américains vont augmenter du fait de plusieurs choses, le risque, etc. Aujourd'hui, on peut aussi avoir des... Et pourquoi ils vont augmenter ? Parce que là, les marchés ont l'air plutôt, peut-être pas euphoriques, mais ont l'air plutôt de voir ça d'un bon œil. Je ne parle pas des marchés actions, mais moi je parle du rendement des obligations souveraines américaines. Qui, elles, vont avoir plus de risques, bien sûr. Pourraient augmenter, parce que voilà, nous avons un président aussi qui annonce une réduction drastique en matière d'impôts. Donc, on peut aller vers de l'augmentation du déficit budgétaire américain. D'ailleurs, beaucoup d'analystes prévoient une augmentation du déficit budgétaire américain. Du coup, on peut avoir un renchérissement du coût de la dette aux États-Unis. Oui. Donc, vous avez tout cela. En plus, c'est un président qui est arrivé... La vision économique de Biden n'était pas mauvaise, franchement. Le problème de Biden, c'est qu'il n'a pas réussi à enrayer la tendance inflationniste et qu'il a mis en place un programme Inflation Reduction Act, donc pour réduire l'inflation. Et en fait, ce programme-là, c'est beaucoup d'investissements verts, beaucoup d'investissements dans la transition écologique. D'ailleurs, Trump on sait que... Oui, bien sûr, mais qui ont renchéri un peu, limite l'inflation, parce qu'investir dans des choses qui génèrent de l'inflation. Et Biden, Kamala Harris ont perdu la course aux élections présidentielles. C'est pour ça que je suis tout à fait d'accord avec certains politologues qui disent que l'inflation menace la démocratie. C'est-à-dire c'est-à-dire que voilà, l'inflation a donné du crédit à ces idées d'extrême droite véhiculées par Trump et par Elon Musk. Ouais. Et les voilà aujourd'hui au pouvoir. Le président américain Trump sait que il a gagné parce qu'il a dit qu'il va lutter contre l'inflation, qu'il va redonner du pouvoir d'achat aux Américains. Aujourd'hui, il arrive avec à la fois une volonté de réduire les impôts et à la fois une volonté aussi d'augmenter les droits de douane. D'ailleurs, il dit souvent que le mot tarif, c'est lui et Musk qui le disent concomitamment, que c'est la plus belle expression de la langue anglaise. C'est incroyable. Donc, il voudrait augmenter les tarifs. S'il augmente les droits douaniers, cela va renchérir le coût des produits qui arrivent aux États-Unis et créer une nouvelle inflation. Donc, même d'un point de vue de théorie économique, c'est intéressant de voir est-ce que Trump va réussir à combiner toutes ces... En fait, c'est une équation à plusieurs inconnus. En plus du fait que, comme on disait, il annonce une espèce de il a l'air de dire qu'en tout cas dans ces mots, la fête est finie. Maintenant, on va augmenter les frais douaniers, etc. Et il a en ligne de mire Canada, Mexique et Chine. Canada, Mexique, Chine, mais aussi l'Union européenne. Il le dit souvent. Ouais. Qu'est-ce que ça change d'un point de vue
internationale, à la fois pour ces pays-là et pour un pays comme le Maroc, avec nous, notre point de vue, toute cette situation. D'abord, il faut comprendre un peu l'idée derrière, ou le rationnel derrière la guerre commerciale avec la Chine. Loin de moi l'idée de défendre Trump, mais il faut voir qu'il y a un déficit commercial énorme entre l'Occident de façon générale et la Chine. Ok. Avant, ce déficit était de 1 sur 1,7, c'est-à-dire pour un qu'on envoie. C'est-à-dire pour un que les États-Unis envoient, ou l'Occident de façon générale, hein, l'Occident pour moi c'est les États-Unis et l'Union européenne, envoie à la Chine, on reçoit 1,7 $ de produits. D'accord. En termes d'importation. Ceci est arrivé à 2,2 à peu près en 2017-2018, au moment où Trump a décidé de mettre, première version, a décidé de mettre des barrières douanières supplémentaires, parce que le problème, c'est pas que la Chine exporte beaucoup. Non, le problème, c'est que la Chine n'importe pas suffisamment et que le marché intérieur chinois n'est pas suffisamment fort et dynamique. Le taux de consommation en Chine est beaucoup trop bas. Okay. La Chine, c'est plutôt une usine qui exporte qu'un pays qui importe et qui consomme. Et puis, si on doit parler de pourquoi la consommation en Chine est faible et l'épargne est très élevée, c'est un autre sujet. Mais mon idée principale, c'est que... Ça vient de la population qui n'a pas forcément confiance. Oui. Vous savez, ils n'ont pas forcément confiance. C'est un système, c'est un pays qui est relativement fermé, autoritaire, etc. Et ça ne permet pas aux Chinois d'avoir suffisamment confiance dans leur pays, dans leur État, pour être suffisamment à l'aise et consommer et dépenser. Là, c'est tout un débat qui peut-être, au-delà du débat économique, c'est un débat aussi politique. Donc là, c'est sur le côté Chine. Après, on a parlé de cette alliance et de ce mariage Trump-Elon Musk. Elon Musk est aussi un des plus gros investisseurs américains en Chine. Beaucoup d'usines Tesla sont en Chine. J'avais pas cet angle-là. Il faut voir dans quelle mesure... c'est intéressant. Beaucoup d'usines il ne va pas se tirer une balle dans le pied, en mettant des restrictions trop importantes sur le commerce international avec la Chine. Ça d'un côté, c'est le côté chinois. Le côté Mexique, on l'oublie souvent, mais Mexique et le Canada, c'est un déficit commercial avec les États-Unis plus important que celui avec la Chine. Alors ça, je ne le savais pas du tout. Oui, bien sûr. J'ai vu, alors le Canada, je ne savais pas non plus, là tu me l'apprends. Bien sûr. Le Mexique, comme ils en ont beaucoup parlé ces dernières semaines, ces derniers jours. Les 3 plus gros déficits commerciaux, je me suis rendu compte qu'ils avaient un déficit. Mexique, Canada et Chine. Chine était numéro 1 mais Mexique avant. Plus Canada, c'est numéro 1 Oui, non, mais en fait, Chine était numéro 1, si ma mémoire est bonne, jusqu'à 2017. Okay. 2017-2018, au moment. Ils sont plus numéro 1 en fait. Donc le plus gros déficit commercial, c'est le Mexique. Je vais revérifier, mais normalement, c'est aujourd'hui le Canada et le Mexique qui sont devant la Chine. Donc voilà, il y a ce côté-là. Et puis parlons un peu du Maroc. Oui. Maroc d'abord sur le volet politique. Donald Trump avait fait une reconnaissance importante en 2020, quelques jours avant la fin de son mandat, en reconnaissant la marocanité ou la souveraineté marocaine au Sahara. C'était vraiment un pas extrêmement important, intervenu quelques jours avant la fin de son mandat. Nous étions inquiets à l'époque, et moi personnellement, je le disais publiquement, j'avais peur que Biden revienne sur cette décision, surtout du fait de la proximité de beaucoup de milieux de démocrates américains avec l'Algérie, avec le Polisario. Ceci n'a pas eu lieu, heureusement. Donc aujourd'hui, ouf de soulagement. Trump est de retour. Donc on s'attend tous à aller plus loin dans cette reconnaissance du Sahara. De la marocanité du Sahara. Entre-temps, le Maroc a fait des pas incroyables, notamment avec la France,
avec plusieurs pays africains. Et je pense Il y a un aujourd'hui, processus qui a été... diplomatiquement parlant, bon, je ne vais pas crier victoire, mais je pense que même sur la scène internationale, le Maroc a presque est en train de tourner ou de Donc il y a un premier clôturer, effet, de fermer ce dossier complètement, au moins diplomatiquement. Walillah alhamd. Donc ça, c'est une très bonne chose. Après, revenons sur le volet économique. Bon, bien évidemment, le Maroc est un pays au tropisme européen certain. 70% de nos échanges économiques sont avec l'Union européenne. Les États-Unis et la Chine viennent loin derrière. Après, le Maroc est depuis quelques années, je ne dirais pas un terrain sur lequel s'affrontent la Chine et les États-Unis en termes de guerre commerciale, mais la Chine accorde de plus en plus d'importance au Maroc et voudrait faire du Maroc une plateforme, un écosystème, une plateforme vers l'Europe. pour pouvoir exporter vers l'Europe et vers les États-Unis pour contourner les droits douaniers, par exemple, notamment sur le volet automobile ou voitures électriques et fabrication de batteries. Aujourd'hui, je parle Air Biden, vous avez des droits douaniers entre 10 et 25% sur les voitures électriques, dépendamment si c'est des composants élémentaires ou pas, ou autres. Donc aujourd'hui, vous avez plusieurs gigafactories coréens, des entreprises coréennes, Samsung, LG, etc., qui fournissent des entreprises chinoises, qui travaillent avec des entreprises chinoises, qui veulent faire du Maroc une filière intégrée, d'accord, en termes de batterie. Filière intégrée, donc qui puisse... De la batterie, aussi au minerai. Hein. Moi, j'aime bien une expression d'un acteur économique dans le secteur qui dit que le Maroc est un potentiel géologique inconnu, ou disons caché, pour reprendre l'expression exacte. Beaucoup de minerais, de métaux importants sont disponibles en quantité importante au Maroc. Et aujourd'hui, nous avons des entreprises marocaines, pour ne pas les nommer, qui travaillent sur une industrialisation et la création d'une filière dans ce domaine-là. Aujourd'hui, l'arrivée de Trump consécutive à l'arrêt peut-être de l'Inflation Reduction Act américain qui permettait de subventionner les voitures électriques que les Américains achètent si elles ne sont pas produites en Chine, tout cela va être remis en cause. Donc peut-être que même ces gigafactories, pas forcément abandonnées, mais peut-être mis entre parenthèses. J'espère que j'ai tort, j'espère que j'aurai tort sur ce point-là, mais le Maroc doit gérer à la fois la susceptibilité américaine à ce sujet-là et à la fois ses relations importantes avec la Chine. Ouais. Et la Chine accorde de l'importance au Maroc. On a vu l'arrêt même de quelques heures du président chinois au Maroc. Ce ne sont pas des choses anodines. Ce sont des choses qui ont beaucoup de sens. Qui font du sens, surtout dans ce contexte. Et je pense que le Maroc, qui a toujours su jouer et naviguer dans des eaux troubles, le réussira, Inch'Allah, les mois à venir. Très intéressant, très intéressant. Je pense que... alors, on reviendra sur les sujets autour du Maroc et sur les... on en parlait un peu sur les principaux défis que toi, tu vois aujourd'hui, les principaux défis pour le Maroc. Avant ça, j'aimerais revenir sur quelques autres sujets. D'abord, on a commencé en parlant du fait que tu as vécu quelques années en France. Bon, alors tu étais très jeune, mais quand même, et qu'ensuite tu as vécu en Arabie Saoudite. Tu étais même à l'école saoudienne. Tu as aussi vécu au Maroc ensuite. À l'école marocaine. À l'école marocaine aussi. Public. Et donc, tu as ce côté très multiculturel depuis ton plus jeune âge. Quel impact ça a eu sur ta vie et sur les engagements, sur comment tu as décidé de mener ta vie ensuite? Bon, d'abord, moi, si je dois me définir en une seule phrase, je la dirai en arabe et je la traduis en français pour l'audience, qui peut ne pas être arabophone. Moi, j'aime bien une citation d'un intellectuel arabe qui dit « Ana jundiyun fi ma'arakati al-wa'i ».
Moi, je suis un soldat dans la bataille de la conscience. Et je pense que cette bataille de la conscience est une des batailles les plus importantes à mener au Maroc. Même si c'est une bataille cardinale, la mère de toutes les batailles, l'ouaï. Parce que quand on parle de conscience, on parle beaucoup de choses. On parle d'éducation, on parle de civisme, on parle de respect de l'autre, on parle d'ouverture, etc. Donc la conscience, pour moi, est une chose. Élever les consciences est un combat que je mène depuis que je suis rentré au Maroc et que je mènerai, Inch'Allah, jusqu'à mon dernier souffle. D'abord, quand on parle de la conscience ou élever les consciences, c'est d'abord sensibiliser quelqu'un à une réalité donnée, à une réalité économique, politique et sociale. Cette sensibilisation se transforme par la suite en une réflexion critique qui peut permettre de remettre en cause certains postulats, certaines croyances, permet de se connaître soi-même, de mieux se connaître, etc., de remettre en cause certaines des idées, certaines des croyances. Et vous savez, il est plus difficile de désamorcer un préjugé qu'un atome. Donc, il est plus difficile de désamorcer un préjugé qu'un atome. Un préjugé qu'un atome, oui. Disait Einstein lui-même. Ouais. Et par la suite, cette conscience critique peut déboucher sur quelque chose, sur la troisième étape, qui est l'engagement. Un engagement envers soi-même, sa communauté et le monde. Et donc voilà, quand on parle de la conscience, on parle de ces trois étapes. Aujourd'hui, il y a indéniablement un processus de conscientisation de la société, le mujtama'. Mais si on doit faire sur ce processus-là de trois étapes, est-ce que sommes-nous première étape, seconde étape ou troisième étape? Aujourd'hui, on est plus probablement encore la première étape, d'accord? Sensibilisation à beaucoup d'actions, à beaucoup de réalités économiques, sociales, politiques et autres. L'esprit critique gagne du terrain, mais pas partout, pas chez tout le monde. Et puis l'engagement est encore moins important. Moi, personnellement, j'ai eu la chance, vraiment, et j'en suis très, 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 très heureux, d'avoir un peu différents codes de la société, de différents milieux, parce que, justement, j'ai vécu dans différents milieux. Bon, j'ai fait ma prépa à Versailles, mais j'ai fait mon lycée public au Maroc. J'étais à l'école saoudienne en Arabie Saoudite, à partir de fin 91, à un moment où toute cette région-là était en ébullition après la guerre du Golfe, quand Saddam Hussein avait envahi le Koweït. Donc j'arrive dans une région en ébullition, presque l'Arabie Saoudite, c'était un peu le Jamia al-Arabiya, parce que toutes les populations arabes étaient là-bas. Et donc, moi, ça m'a permis de... Qu'est-ce qui t'a marqué pendant ces années-là? Qu'est-ce que tu as appris ou qui t'a marqué par la suite? D'abord, j'ai appris la culture arabo-musulmane du Moyen-Orient, et jusqu'à aujourd'hui, je suis toujours passionné vraiment par cette région qui est riche en termes d'actualité, d'histoire. La langue arabe est pour moi une autre passion, une très 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 belle langue. Et puis voilà, les évolutions politiques dans cette région-là, je pense que ça m'avait marqué à l'époque. Et puis en rentrant au Maroc, j'étais à l'école marocaine, publique marocaine, lycée Mohamed V à Casablanca, où j'ai eu mon bac. Et puis, je suis resté toujours proche de différents milieux de la société. Et donc, ça me permet toujours d'avoir un regard à la fois critique, mais aussi d'avoir un regard où je comprends. Où j'essaie de comprendre les différentes tendances d'évolution de la société. C'est pour ça que je suis un réformiste, mais je suis toujours adepte, disons, d'un réformisme progressif. Pour prendre en considération toutes les différentes tendances dans la société. Les tendances de la société. Nous avons des tendances profondément conservatrices, nous avons des tendances extrêmement aussi progressistes. Mais malheureusement, nous vivons, et c'est une expression que j'emprunte à l'actualité française, quand on parle de séparatisme social. Alors ça, c'est intéressant. Parce que aujourd'hui, je trouve que nous n'avons jamais été autant dans l'entre-soi au Maroc qu'aujourd'hui.
l'école qui était un des rares endroits, l'école publique marocaine qui était un des rares endroits où toutes les classes sociales cohabitaient, aujourd'hui est presque désertée par toutes les catégories sociales marocaines, y compris début de la classe moyenne. Tout le monde est dans des écoles privées ou dans des écoles de mission française. Et je trouve que ça nous prive énormément de cette mixité sociale qui était la force de la cohésion de la société marocaine. Et puis, ce séparatisme social a débouché sur, j'appelle un séparatisme linguistique, où vous avez deux mondes. Un monde francophone, purement francophone, et un monde purement arabophone. Et ces deux mondes qui peut-être se jugent, ne s'aiment pas, se détestent même dans certains cas, avec beaucoup de préjugés. De préjugés, hélas. Et je pense qu'aujourd'hui, il est fondamental pour tous ceux qui occupent des fonctions importantes dans le pays, à la fois économiques, politiques, etc., d'avoir cette double culture, d'avoir cette double connaissance de la société et de ces différentes tendances. Si vous cherchez à meubler votre intérieur avec du design de qualité made in Morocco, Sketch Design, qui est notre partenaire, vient de lancer une nouvelle promo très intéressante. Le concept, c'est que vous avez une super réduction jusqu'à moins 60% quand vous prenez un groupe d'articles dans les couleurs qui sont disponibles en magasin. La promo concerne toutes les catégories de produits, avec par exemple le pack Freedom César qui est à moins 46%. Chez Sketch, vous avez l'option de commander des produits selon vos mesures et tissus, et les offres packs qui concernent les produits exposés sont plus intéressants. La marque fait ça pour encourager une rotation rapide des collections, c'est pour ça que vous trouvez toujours des nouveautés chez eux, et on a trouvé ce concept vraiment sympa. Pour voir tous les packs disponibles, allez sur packpromo.sketch-design.ma, le lien est en description. Et c'est pour cela que moi, j'ai toujours, en parlant de conscience, et tu as parlé de YouTube et de ce que je fais pour vulgariser l'économie, je l'ai toujours fait en Darija. Et je le fais exprès de le faire en Darija pour pouvoir atteindre un public plus ou moins large. Et parce que aussi les gens s'intéressent à cela. Il faut pas croire qu'il faut uniquement avoir fait des grandes études à l'étranger ou en école de commerce, etc., pour s'intéresser à avoir un regard, des fois même très fin, sur l'actualité économique et ses subtilités au Maroc. Bien sûr. Et moi, comment je suis arrivé dans ça, c'est vraiment... Bon, moi, je suis rentré au Maroc en 2012, je suis passionné de politique, j'ai commencé un peu l'engagement politique citoyen associatif. Avant de revenir à ton engagement là, j'aimerais bien... Non, je continue juste sur l'économie, je n'allais pas parler de politique maintenant. Et il y a eu un moment qui était vraiment fondateur, qui était le Covid. Oui. Qui était à la fois une crise sociale, une crise sanitaire d'abord, mais aussi une crise à un moment économique, où il y a eu un arrêt simultané de l'offre et de la demande, en quelque sorte. Oui. Et les gens commençaient à voir ce qui se passait un peu à l'étranger, on commençait à s'intéresser à l'économie, loi de finances rectificative, plein de gens, c'est la première fois qu'ils entendaient parler de ça. D'ailleurs, la loi de finances rectificative, je pense, a eu lieu 2 ou 3 fois dans l'histoire du Maroc. C'est qu'au milieu de l'année, le gouvernement décide que ce qu'il avait mis dans la loi de finances n'est plus d'actualité, que ce soit en termes de recettes comme de dépenses, et donc on doit faire une loi de finances rectificative. Et donc, je vais le citer, j'ai un ami qui est dans la vulgarisation différents sujets économiques, de société autres, qui est Mustafa Swinga, un des gars les plus connus au Maroc. C'est un ami. Il dit, bon, Zakaria, tu as de bonnes connaissances en économie, en plus tu parles arabe mzian, tu parles d'érigé et tout ça, viens, on fait de la vulgarisation économique, on fait des choses ensemble. Donc on a commencé à faire des lives sur YouTube. Des lives Instagram. Donc l'époque du Covid. À l'époque, il y a bzaf de les lives Instagram sur tous les sujets. La santé, l'économie, la politique. Et donc ce monsieur-là, que je salue, qui a une audience exceptionnelle. Et en particulier à ce moment-là précis, pendant le Covid, il faut se rappeler, tout le monde regardait ces lives-là. Donc vraiment, c'était un média... On faisait des lives où tu avais quand même 15-20 000 personnes qui regardaient en direct, ce qui est énorme. Et après, les enregistrements arrivaient à 500 000, 1 million, etc. Voilà, parce qu'on ne se rend pas compte, mais avant, après, et en général, sur Instagram, les gens ensuite publiaient les lives sur les... Et en plus, ils découpaient des parties. Donc voilà, donc c'était vraiment... Et par la suite, on a remarqué qu'il y avait de l'intérêt pour l'actualité économique, donc j'ai commencé à faire avec
avec Swinga quelques vidéos de vulgarisation sur des sujets qui paraissent indigestes. L'endettement de l'État, etc. Que lui mettait sur sa chaîne YouTube avec, disons, toute la popularité qui est la sienne, mais aussi tout le professionnalisme. Faire des vidéos de grande qualité, motion design, etc. Et certaines vidéos sur des sujets encore, comme j'ai dit, indigestes. On fait des vidéos qui ont fait 1 million, 1,5 million, 2 millions de vues. Et tu ne peux pas imaginer mon bonheur. Vraiment, quand je marche dans la rue, je suis abordé par des gens que je ne soupçonnais pas du tout s'intéresser à ce sujet. Tu dis, Pisri, Mhlaba, Pressig, c'est Zakaria, فين وصل التضخم. كي داير التضخم؟ بخير. العجز ديال الميزانية العام طالع ولا ناقص. Génial. J'étais extrêmement heureux. Et donc aussi, ça montrait... Parce qu'il y a des fois une certaine bien-pensance qui se mélange un peu avec de l'arrogance et de la condescendance, qui croient que الشعب الناس البسطاء ما تعطيهمش المحتوى الهادف ما عندهم ما يديروا به. Parce que هذا qui s'intéresse quelle تفاهة. Pas du tout. Les Marocains, vous leur donnez du contenu de qualité qui les respecte, ben ils vont consommer ce contenu. Bien évidemment, il y a واحد الحرب ما بين التفاهة وما بين المحتوى الهادف. Bien sûr. ولكن quand tu fais quelque chose de bien. Mais quand tu fais quelque chose de bien, ça marche. Il faut juste pouvoir soutenir cela. Et aujourd'hui, moi je le dis parce que je sais que ces types de podcasts sont suivis par nos décideurs économiques et par les chefs d'entreprise, etc. Il faut soutenir ce genre d'initiative. Vraiment. Ces gens-là, lui et d'autres, ne sont pas suffisamment soutenus. Parce que, contrairement à ce que pensent les gens, on ne devient pas milliardaire avec YouTube. Parce que faire des vidéos, motion design, etc., des vidéos très élaborées, ben, ça coûte de l'argent. Et des fois, même avec les gains YouTube, ça ne permet pas de s'enrichir. Ça prend beaucoup de temps. Ça ne permet pas de s'enrichir. Et aujourd'hui, on parle de digital. Les entreprises soutiennent les gens qui font du placement de produits. D'accord, placement de shampoing, de je sais pas quoi, l'influence, de parfum, etc. L'influence, d'accord, soutiennent l'influence et du placement de produits, mais ne soutiennent pas les influenceurs dont l'action permet d'élever les consciences. Vraiment, moi je le dis, oui, fort, ces gens-là ne sont pas suffisamment ou pas du tout soutenus. Ouais. Et j'étais à un événement, il y avait les 1 Billion Summit au Moyen-Orient à Dubaï. Et donc, plusieurs Marocains étaient représentés là-bas. Et en rentrant, j'ai eu un petit débat avec certains d'entre eux, une petite discussion avec certains d'entre eux qui me disent « Zakaria, on est en train de réfléchir de changer de langue dès le contenu. » Je veux... La langue qui est aussi comprise par le Moyen-Orient. C'est ça. العربيه الفصحى لا كاين واحد السميه ديال واحد العربيه بحال الدارجه ولكن كتفهم قال لك حنا ما بغيناش زعما جو دير une manière de parler qui est ما بغيناش نبقاو في الدارجه complètement. On pense à aller vers العربيه الفصحى ولا se rapprocher pour avoir un public au Moyen-Orient parce que le marché marocain il est pas très grand, ça nous donne, on n'a pas suffisamment de soutien et moi franchement بقى فيا الحال. بقى فيا الحال parce que moi autant j'ai dit que j'adore l'arabe classique, et ça me passionne, et je le parle toujours, et je fais toujours pour que ma famille me suive dans ce délire. Mais Darija est une très très belle langue. Et parler Darija permet aussi d'atteindre un public très large au Maghreb. Mais si ce public-là, ou les élites économiques ne font pas un travail citoyen pour soutenir Hadji, malheureusement, beaucoup de gens peuvent être dissuadés et peuvent dire écoute, c'est plus simple, je vais aller faire du placement de produits moi aussi. Et voilà, ça va beaucoup plus marcher. Aujourd'hui, regardez sur un sujet d'actualité, Bouhamron, aujourd'hui, nous avons à peu près cette pandémie ou cette épidémie revient en farce et on a, à date d'aujourd'hui, à peu près 125 enfants limetons Bouhamron. En 2024. Pourquoi ? Parce que ce qu'on appelle le taux de pénétration de la vaccination, je pense, je ne me rappelle plus, qui était de 95% avant Covid, ou là d'abord 70%. Donc beaucoup d'enfants, les vaccins Abou Hamron ne le font pas parce qu'il y a eu quand même beaucoup, entre autres, pour plusieurs raisons, il y a quand même beaucoup de travail de SAP, les réseaux sociaux,
au moment de Covid, sur des théories complotistes, que la vaccination, c'est pas bien, etc., etc. Et qu'aujourd'hui, le Maroc, avec un grand M, a besoin de relais, les réseaux sociaux, des gens de qualité qui jouent un travail d'élévation des consciences et pour lutter contre toutes les idées et pour les soutenir. Complotistes et autres. Je pense que c'est un très bon point. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui font des très bonnes choses qui sont pas assez soutenues. Et malheureusement, autant il y a beaucoup d'argent qui va vers le placement de produits, vers cette influence-là, autant vers ce type de médias qui sont des médias citoyens. Alternatifs. Alternatifs. Je dirais même pas alternatifs aujourd'hui. Malheureusement, c'est les médias, disons, classiques qui deviennent des médias alternatifs. Ouais, en termes de... Mais voilà, donc là, je suis complètement d'accord avec toi. J'aimerais revenir sur un point dont on n'a pas encore parlé, c'est toi, ton engagement. Donc tu rentres au Maroc en 2012. Début 2012. Début 2012. Donc, d'un point de vue professionnel, tu es banquier. Et en parallèle, tu t'engages immédiatement. C'était quoi le contexte? Je m'engage. Et sous quelle forme? Bien sûr, 2012, post-printemps arabe, toute une région en ébullition, des changements de paradigme politique énormes dans la région. Alhamdoulilah, le Maroc a quand même eu la sagesse de réagir au printemps arabe et au 20 février avec une certaine sagesse, une nouvelle constitution, disons une sorte de tinfis, comme on dit en arabe, al-waqasi à l'époque. Et puis, moi, j'ai eu la chance d'être au Maroc à ce moment-là. C'était une des raisons pour lesquelles j'ai voulu rentrer, parce que j'ai senti qu'il y a un vent nouveau qui souffle, d'accord, et de la place pour de l'engagement politique. Après, c'est aux historiens et aux politologues de faire le bilan de cette étape-là, on pourra en parler un jour dans un autre cadre, pour limiter la discussion aujourd'hui au débat économique. Mais en tout cas, je suis rentré au Maroc en 2012, pleine ébullition. Le débat politique était ressuscité. Et donc, étant nouveau au Maroc, je ne voulais pas m'engager dans un parti politique directement, mais je voulais rencontrer et connaître toutes les formations politiques de façon un peu neutre et de travailler sur ce que j'appelle élever les consciences politiques. Et j'ai intégré une association qui venait d'être créée à l'époque par certains amis, dont un des principaux fondateurs, c'est Mohamed Barrada, que je salue aussi, qui avait créé l'association Tizi, Tariq Ben Ziyad Initiative. Donc moi, j'arrive le premier jour. Dès que j'arrive, je commence à chercher je dirais pas une piste d'atterrissage, mais une rampe de lancement politique. Et donc, c'était très bien. Tizi me convenait parfaitement parce que c'était une rampe de lancement politique qui permettait de faire des débats, des rencontres, des conférences avec l'ensemble de la classe politique. À un moment où il y avait, disons, comme on dit en économie, Jean-Baptiste Say, la rencontre de l'offre et de la demande. Oui. Et donc, il y avait à la fois des décideurs politiques qui avaient envie d'échanger avec des jeunes, etc. Et puis, des jeunes qui ne demandaient que cela. Oui. En plus, la possibilité de faire des séminaires de formation, des séminaires de leadership. C'était plutôt Mohamed Barrada et d'autres amis qui étaient spécialisés dans les séminaires de leadership, avec une formation avec Harvard, etc. Moi, c'était, comme on dit en arabe, siyasa taqlidiya, ce que disent certains, siyasa al-bildiya. Donc, c'est-à-dire aller à la rencontre des militants, des partis, etc. Et d'inviter les militants de ces partis à différents niveaux de responsabilité, à des conférences avec des jeunes. Et donc, à l'époque, j'avais eu la chance d'interviewer et de débattre avec presque tous les secrétaires généraux des partis politiques à l'époque, allant de l'opposition au gouvernement, les différents ministres, chefs du gouvernement, etc., etc. Et donc, c'était vraiment un moment exceptionnel que nous avons vécu à l'époque, avec un niveau de débat
de liberté d'expression, etc., relativement inédit. L'histoire du Maroc, on parlait de tout, on débattait de tout. Ce moment s'est accompagné aussi avec disons, avec la montée en force des réseaux sociaux. Oui. Et donc, voilà, on commence à voir, pas les podcasts à l'époque, mais c'était les blogs, les blogs, les vidéos sur Facebook, les moudouinines, ceux qui écrivent des statuts Facebook, certains sont devenus célèbres, une presse écrite assez engagée et courageuse. Et donc, je pense que j'ai bénéficié de ce momentum, parce qu'à un moment, on a beau dire, quelles que soient les qualités humaines d'une personne, si on n'est pas au bon moment et au bon endroit, ben, rien ne marche. Et moi, j'étais relativement au bon moment et au bon endroit. Et grâce à mon engagement au sein de Tizi, mon engagement personnel, l'engagement de tous mes amis à l'époque, on a pu vraiment donner une dimension, je dirais pas nationale, ça serait un peu trop prétentieux, mais d'être un acteur reconnu dans le débat et d'être invité souvent à la télé, radio, université, à débattre avec les jeunes. Donc voilà, c'était une époque... comme on dit en arabe, laha ma laha wa alayha ma alayha. Mais en tout cas, ça m'a permis, moi, personnellement, de créer créer un réseau, mais aussi de peaufiner des connaissances politiques sur le terrain. Sur le terrain, ouais. À la rencontre des gens. Et encore une fois, du fait de mon parcours, du parcours qui est le mien, se fermer le tawahed, de rencontrer tout le monde, quelles que soient les orientations idéologiques, allant de la gauche, sachant que c'est etc. une initiative qui est non partisane, qui parle à tout le monde. Qui est non partisane, etc. Et donc voilà, de parler avec tous les gens, quelles que soient leurs orientations idéologiques et leurs projets de société. C'est une étape qui m'a marqué à vie. Ouais. Voilà. Et tu deviens, je crois, président de Tizi. Ouais, je deviens président de Tizi quelques années. 2015-2017. 2015-2017. Et encore une fois, j'avais la chance parce que j'avais vu que 2 élections importantes, les élections locales de 2015, locales et régionales, et les élections législatives de 2016. Okay. Donc c'était un moment aussi d'une intensité en termes de débat qui était importante. Et... Deux ans après ça, enfin vers 2018-2019, je pense, tu lances un mouvement aussi. Mouvement Ma'an. Qui s'appelle Ma'an. Le mouvement Ma'an. En fait, Tizi est une association non partisane, neutre, c'est-à-dire qu'on ne prenait pas de position. On était là pour... échanger, débattre. Être à équidistance de tous les acteurs politiques. Et voilà, ne pas donner son opinion, pas prendre de position, etc. Et moi, j'ai toujours été aussi... La politique, c'est aussi prendre des positions. C'est d'abord prendre des positions. J'avais noté une phrase que tu as dit. Ouais. Je ne sais pas si je l'ai ici, où tu cites Dante. Ouais, bien sûr. Où tu dis la plus grande place en enfer est réservée à ceux qui restent neutres dans les grands débats de leur société. Absolument. Et donc voilà, c'est en français, en arabe, inna akbara makanin fi jahannam mukhassasuna liman yabqawna muhaydina fi qadaya al-watan al-kubra ou fi al-qadaya al-kubra. Voilà, cette expression est de Dante, de plein de gens, on l'en paraphrasé. Et on en parlera après, parce que je veux aussi ta vision sur l'engagement. Mais en effet, c'est important pour toi aussi de donner ton avis. Oui, bien de sûr, donner mon avis, de participer, Voilà, et c'est difficile de passer, quand on a été neutre, de passer... Moi, j'aime pas être clivant. Je suis quelqu'un qui est quand même dans le compromis, dans le consensus. Et pour donner une autre citation, on parlait de Dante, une citation qui peut être un peu contradictoire, mais qui me caractérise aussi, c'est de Zakia Daoud, écrivaine marocaine exceptionnelle, pour ceux qui ne la connaissent pas. Marocaine d'origine française, elle est française de naissance, mais qui vit au Maroc depuis les années 50. Donc elle a le nom Zakia Daoud. Et cette dame, elle dit, on est dans des sociétés où l'on ne traite pas le compromis et le consensus avec la noblesse qu'il mérite. Bien sûr. Voilà. Et donc, pour moi, j'ai toujours été quand même un homme de consensus et de compromis. De compromis, pas de compromission, bien évidemment, mais de compromis et de consensus, parce que c'est aussi mon parcours, c'est aussi mon background.
Donc voilà, mon parcours, j'ai vécu dans des milieux avec des gens extrêmement conservateurs. J'ai vécu aussi dans des milieux de gens progressistes, laïcards. Voilà, je connais un peu les difficultés de la gestion de la chose publique, donc je ne peux pas être l'opposant systématique, celui qui dit tout le temps l'am khayb, mais je ne peux pas être non plus celui qui dit tout le temps en arabe l'am zin, que tout va bien, etc. Donc au fond de moi, je suis un homme de consensus et de compromis, tout en voulant quand même prendre mes positions. Donc j'ai mis des années à trouver le bon positionnement personnel. Donc on a créé le mouvement Ma'an, qui est une très belle expérience de ma vie, parce qu'on a commencé à être une force de proposition avec des amis. Proposition économique, voilà, vous avez la loi de finances qui arrive, on fait des workshops, on prend position, on prépare des recommandations, des avis, etc. On a essayé de créer quelques antennes dans des villes régionales, dans des villes, différentes villes du Maroc. Après, la réalité politique du Maroc est telle qu'à un moment, si vous voulez, comme en business, si vous voulez scaler, il va falloir faire de ça la vie de tous les jours. On ne peut pas venir faire de la politique entre midi et 2 ou après 19h. Et le week-end. Il est très difficile de concilier vie politique et vie professionnelle pour donner un engagement complet, pour être un engagement total dans la chose politique, surtout quand on a été, disons, pas forcément que fondateur, je n'étais pas le seul fondateur, mais j'étais quand même la personne qui a porté le projet. Donc il faut un engagement total qui va au détriment de sa carrière professionnelle. Et puis moi j'ai toujours pensé à une troisième voie dans l'engagement politique. Vous avez les professionnels de la politique, muhtarifin diyal siyasa. C'est peut-être un terme péjoratif. Moi, je considérais cela extrêmement péjoratif. Mais c'est que tu fais rien d'autre. Mais crois-moi, la politique, c'est un vrai métier. Vraiment un vrai métier qui demande un engagement à l'engagement, c'est un... D'accord. Et puis, nous avons de l'autre côté des technocrates. Des technocrates qui peuvent... Comment tu définis parce qu'on entend technocrates, des gens qui peuvent être du monde de l'entreprise. Du monde de l'entreprise et qui va prendre... ou d'un monde qui a une certaine expertise. Qui a une expertise donnée, et qui va l'appliquer. Pas forcément qu'en entreprise, et qui du jour au lendemain occupe des fonctions politiques. D'accord. Ce terme est aussi, chez beaucoup de gens, chez les professionnels de la politique, ou c'est les apparatchiks, ou c'est les militants de la première heure, est un terme qui est tout aussi péjoratif que celui de professionnel de la politique chez les chefs d'entreprise. Et moi, j'ai toujours pensé à une troisième voie, les technopolitiques. Les technopolitiques. Technopolitiques, ok. Pas techno au sens technologique, Elon Musk est le patron de la tech. Mais c'est-à-dire que les professionnel qui aussi... Que les gens qui viennent d'un background de l'entreprise, qui ont un parcours dans l'entreprise, etc., une expertise donnée, mais qui aussi sont sensibles à l'actualité politique, qui connaissent le paysage politique, qui considèrent que participer au débat politique est une chose noble, parce qu'il y a beaucoup de gens qui prennent de haut le débat, qui prennent de haut oui, mais comme si le fait de participer au débat était quelque chose d'infâme ou de réducteur, et que la noblesse, c'est d'être dans son bureau, de réfléchir, de créer des emplois, etc. C'est bien de créer des emplois, c'est bien d'être un technocrate, d'avoir une expertise, etc. Mais la politique, c'est d'abord parler aux gens. Et même, combien même ces gens qui ont un background, disons, professionnel, linguistique, etc., qui est occidental, mais quand on voit en France, en Europe, les hommes politiques passent leur journée sur les plateaux télé à parler, à convaincre, à commenter. C'est cela l'action politique. Et les gens, beaucoup de gens de notre catégorie socio-professionnelle voient d'un œil condescendant
les gens qui participent au débat. Parce que voilà, ça ne mérite pas, ça ne vaut pas le coup. Certains peuvent dire même que l'opinion publique n'existe pas. C'est vrai qu'on n'a pas une opinion politique homogène, une opinion publique homogène. Nous avons plusieurs gens, plusieurs milieux, plusieurs cercles, mais les gens méritent أن نهضر معهم, méritent أن نشرحوا لهم, et méritent أن نسمعوا لهم. Je pense que ça pose la question dont on parlait sur l'engagement. Toi, tu disais que c'est quelque chose qui était en toi depuis toujours. Et je pense que ça appelle un autre sujet, l'engagement, qui est un peu un effet en miroir, qui est la montée de l'individualisme. Comment toi, tu vois aujourd'hui le niveau d'engagement et cette montée de l'individualisme, à la fois en Occident ils sont inversement corrélés. Et au Maroc? Comment tu vois inversement corrélés. L'engagement, c'est... Bon, quand on voit, par exemple, en Europe et en Occident, durant la période des 30 Glorieuses, c'est ça, c'est une statistique. Hein. La période des 30 Glorieuses, de la Seconde Guerre mondiale jusqu'à la fin des années 70, on avait à peu près 10% de la population qui était engagée. Ça, c'est des statistiques d'économistes français. Moi, j'avais lu d'économistes de l'INSEE qui disaient que voilà, en Europe occidentale, tu avais... Engagé, ça veut dire soit dans un parti politique ou dans une action association. syndicale, associative. C'était syndicat, association, et engagement politique. D'accord. 10%. Mais aussi cet engagement, et pourquoi je cite les 30 Glorieuses? Parce que c'était le moment où il y avait une éclosion de la classe moyenne. La classe moyenne se portait bien. Et donc, en fait, l'engagement, c'est deux choses. C'est d'abord croire en l'action collective, et c'est aussi avoir le début d'une certaine prospérité économique. D'accord. Et donc, quand la fin des 30 Glorieuses et le début de la pression sur le pouvoir d'achat que l'Europe a connu depuis la fin des 30 Glorieuses, les gens deviennent individualistes. Donc aujourd'hui, nous, on est dans une société où il est difficile d'avoir un engagement politique fort si on n'a pas une classe moyenne forte. Ça d'abord. Deuxièmement, et ça je l'ai vécu vraiment, et je fais mienne cette excellente théorie de Francis Fukuyama. Il dit que le développement politique d'un pays passe par 3 étapes. La première étape, c'est l'État au sens sécurité, l'État qui est le monopole de la violence légitime, c'est-à-dire un État sûr, un État fort. D'accord. La deuxième étape, vous avez l'État de droit, c'est-à-dire rule of law, le respect de la loi. Et la troisième étape, c'est la démocratie élective. Si un pays ne suit pas les trois phases du développement politique et commence la démocratie élective sans avoir les 2 premières étapes, la démocratie élective devient une démocratie clientéliste. La première phase du développement politique, je pense qu'on l'a complètement achevée. Le Maroc est un État sûr, avec des institutions fortes. Et l'État est le seul organe qui a le monopole de la violence légitime. Après, sur le respect de la loi, nous avons bien sûr un corpus légal, etc., qui est là, mais nous n'avons pas encore le respect total des lois par les gens de façon générale. Et donc, on a toujours des gens qui vont essayer de contourner les différentes lois pour gagner peu d'argent, pour avoir des avantages et des privilèges. Et ça, c'est ancré malheureusement dans différentes sphères de la société. Et donc, quand vous voulez faire de la politique, les gens aujourd'hui, vous devez être en mesure de qada al-masalih dialo, de leur rendre service. Okay. Et ça n'est pas forcément au sens de construire une école ou de construire un hôpital, etc., mais d'aider telle personne à être embauchée dans une administration, à aider une telle personne
à voir sa femme ou son frère ou sa sœur muté d'une femme de quelqu'un est enseignante à Ouazzane, de l'aider à d'être muté à Casa ou à Rabat parce que c'est un politique, a des connexions, a des relais, etc. C'est ça la démocratie clientéliste au sens de Francis Fukuyama. Et donc aujourd'hui, pour faire de la politique, il faut être en mesure d'accepter certaines règles de la démocratie clientéliste. Et moi, j'ai été confronté à cela plusieurs fois, voilà, dans la Créyeman et autres, à les gens dans des petites villes. Ok, tu viens là. Moi, je me rappelle très bien. En 2000, il y a quelques années, je pense il y a quelques années, 2020-2021, j'avais anticipé vraiment, et ça, c'est pas pour me jeter des fleurs, qu'il y aura une réforme de la Moudouana prochainement. Tout simplement parce que la Moudouana a été adoptée ou entrée en vigueur en 2004 et que le 20e anniversaire sera 2024 et que certaines des dispositions ont montré des limites et que la société a évolué entre-temps. Il va falloir peut-être faire un nouveau... faire une nouvelle version un peu de la Moudouana. Et donc, j'avais proposé de faire une tournée dans les villes où on était présent, de créer le débat dès à présent, ou à l'époque, sur ce sujet-là. Et croyez-moi, quand on allait voir des associations de quartier, les préférences des gens, c'était deux choses. Aider des gens qui faisaient face à une crise de pouvoir d'achat sans précédent et les aider à créer une entreprise, à accéder au statut d'entrepreneur, de lever des financements des banques ou de l'État, des subventions, ou de l'autre côté, répondre aux demandes clientélistes des uns et des autres, plutôt que d'être dans ce débat politique, ce débat d'idées, qui est peut-être l'apanage de ceux qui vivent bien. Et je retiens vraiment de mon passage, de mon expérience à Ma'an, ces défis-là, ces difficultés. Ouais. Et puis par la suite, j'ai donné à mon engagement une forme partisane. Et je suis aujourd'hui membre de l'Alliance des économistes de l'Istiqlal, qui est du parti de l'Istiqlal. Ok. Voilà. C'est très intéressant et je pense que ce serait intéressant de rester sur certains des défis. Et c'est aussi un sujet dont je voulais parler du Maroc aujourd'hui. Il y a plusieurs défis. J'ai vu que tu parlais de l'eau, de la sécheresse. Tu as parlé de certaines réformes comme la Moudawana. Tu as parlé du pouvoir d'achat. C'est quoi les principaux défis pour toi aujourd'hui et j'aimerais bien avoir un peu ton éclairage dessus. Non, bon, les défis sont très nombreux. Ils sont très très nombreux et on peut passer beaucoup de temps. Moudouana est un projet de société, d'abord. Ce n'est pas uniquement une réforme juridique. On peut parler de ça un peu brièvement. D'abord, il faut rendre à César ce qui est à César. Je pense que les avancées majeures que l'on doit dans la Moudouana sont aussi dues en grande partie à la volonté personnelle de Sa Majesté le Roi. Quand on fait une analyse vraiment neutre, on voit que la Moudouana, la première version de la Moudouana, qui n'était pas Moudouana al-Usra, mais Moudouana al-Ahwal Shakhsiya, statut personnel, a été adoptée, je pense, en 56 ou 57. Non, juste après l'indépendance, probablement 57. Il aurait fallu attendre jusqu'à 94-95. Je tiens bien sûr à saluer tout le grand travail du mouvement féministe de la société civile marocaine qui avait poussé pour une première réforme en 93. Société civile, mouvement féministe, notamment Madame Latifa Jbabdi et d'autres, qui avaient à l'époque réuni, je pense, 1 million de signatures pour l'amendement de la Moudouana. Mais bon, une réforme qui était une réforme, disons, légère, pas très importante. Et puis, ces 20 dernières années, il y a eu une accélération de la réforme de la Moudouana. Depuis l'avènement
au trône de Sa Majesté, ou l'accession au trône de Sa Majesté Mohamed VI. Et on voit 2 réformes, en 2004 et en 2024. Bien sûr, il y a eu un changement. Ce n'est plus le code du statut personnel, c'est devenu le Mudawwanat al-Usra, le code de la famille. Et c'est très important de dire le mot la famille, parce que c'est ni le code de la femme, ni celui de l'homme, ni celui de l'enfant, mais c'est de toute la famille. Et c'est très important que tous les acteurs, tous les stakeholders, la famille, pensent à la famille d'abord. Et puis, je me rappelle très bien de la réforme de 2004. J'étais en France, mais je l'avais suivie avec beaucoup d'intérêt, qui était une réforme révolutionnaire à l'époque et qui avait créé une vraie polarisation sur le débat public entre islamistes conservateurs de l'autre et entre progressistes de l'autre. D'un côté, de l'autre, avec un arbitrage royal qui a vraiment été dans le consensus entre les différentes factions de la société. Et c'est là où je parle encore du séparatisme peut-être social, ou des gens qui vivent dans 2 mondes différents, qui peut-être chacun ne comprend pas ou ne connaît pas l'autre. Il ne connaît pas à quel point ces sujets peuvent être sensibles chez un camp comme chez l'autre. bien sûr. Et puis, c'est marrant, en 2004, il y a eu cette réforme, après moult de débats passionnels et passionnés, etc. Et je me rappelle qu'en 2014, le ministère de la Famille et de la Femme, dirigé à l'époque par l'Oussada Bassim Al-Haqawi, ancienne ministre et députée du PJD, était un principal leader de la mouvance islamiste de la section féminine du PJD, était devenue ministre. Alors, je me rappelle très d'elle. En 2004, était très, très, très opposée à beaucoup de dispositions de ce qui allait être la nouvelle Mudawwana. Oui. Et en 2004, son ministère, En 2014. 2014, pour le 10e anniversaire de Mudawwana, sort un excellent rapport en arabe de 200-300 pages, qui était une étude de terrain, d'Irasa Midiniya, sur le bilan de Mudawwana 10 ans après. Faite de façon très scientifique et avec toutes les réformes qui ont été faites à l'époque, d'accord, de voir avant 2004 et après 2004 Quel a été l'impact quel a été l'impact et quel a été le taux d'acceptation D'accord. de ces réformes par la société marocaine. Et la ministre avait eu le courage de faire un travail scientifique, et ce travail scientifique a montré que presque toutes les dispositions de 2004 sont désormais acceptées par la société marocaine, à la fois hommes et femmes. Sauf une, sans rentrer dans des détails techniques, c'était l'article 24 ou 25 de la Mudawwana actuelle sur la tutelle matrimoniale, al-wilayatu fi zawaj, c'est-à-dire que une femme pourrait se marier sans forcément l'accord de son père ou de son grand frère, c'est-à-dire que l'irada dialha. D'accord. Et puis, cet article, je me rappelle, avait créé beaucoup de débats à l'époque. Et puis, on avait trouvé un compromis sur ce sujet-là, en laissant la possibilité à chacun de faire comme il veut, et en prenant chaque fois un verset coranique ou une interprétation théologique et religieuse pour justifier les deux situations. Et quand bien même, malgré tout, peu de gens ont recours à cet article-là, parce qu'il y a aussi la cohésion de la famille, etc. Mais à part ça, presque toutes les dispositions ont été acceptées. Donc voilà, pour te montrer que c'est ça aussi, élever les consciences. L'évolution. C'est qu'il y a une évolution, il y a une remise en cause, et il y a l'acceptation de certaines dispositions. Aujourd'hui, on voit la nouvelle Mudawwana. Je ne peux même pas en parler en détail, parce qu'on a eu, comme disent les banquiers en M&A ou les consultants, un execsam. Un executive summary de quelques bullet points. Bien sûr, il y a eu d'abord le communiqué du cabinet royal, suite à la réunion de Sa Majesté et les différents ministres. Et par la suite, il y a eu quelques bullet points sur les principales réformes de la Mudawwana 2024. Moi, j'avais pas mal écrit sur ça, écrit sur le mariage des mineurs, etc. Mais aujourd'hui, nous n'avons pas encore de texte. Et même si nous n'avons pas encore de texte, personne n'est content en réalité, ni les progressistes qui voulaient arriver vers une égalité totale homme-femme et l'abolition de plusieurs choses telles que
tels que la polygamie, autres, ta'sif al-irth, etc., la reconnaissance de la filiation par ADN, et les conservateurs qui ne sont pas contents du tout parce que y a certaines choses qui sont touchées au texte religieux, mais touchent à l'esprit du texte religieux. Moi, personnellement, je fais toujours mienne une citation de Victor Hugo qui parlait toujours de cette exacte portion de l'avenir que l'on doit inclure dans le présent. C'est-à-dire qu'il faut toujours les réformes graduelles. Les réformes graduelles pour créer l'adhésion au sein de la société. Et je pense qu'aujourd'hui, même sans avoir vu tous les détails du texte, je pense qu'il y a quand même quelques avancées importantes, techniques certes, mais qui sont importantes, telles que la tutelle des enfants entre la femme et l'homme est partagée entre les deux époux, les donations, certaines dispositions aussi de la garde des enfants, de ne pas priver la femme de la garde de ses enfants en cas de remariage, etc. Même si je pense que notre société doit évoluer en cas de divorce vers une garde partagée des enfants et autres. Il y a quand même des choses intéressantes. Après, il ne faut pas oublier une chose, c'est que faire un nouveau cadre légal et réglementaire, c'est bien, d'accord, mais ça n'est pas en faisant une réforme du cadre juridique ou légal que l'on va vraiment changer les choses sur le terrain. Parce que les droits des uns et des autres, de la femme et de l'homme, ça n'est pas uniquement, comme j'ai dit, une question légale, mais c'est aussi une question d'améliorer les conditions socio-professionnelles et économiques des gens. C'est bien de parler de la Moudawana, de parler de nouveaux articles, etc. Mais moi, j'aime bien aussi ce que j'appelle le féminisme populaire ou le féminisme des pauvres. Il ne faut pas oublier que, par exemple, aujourd'hui, dans l'agriculture, nous avons 80% des femmes qui touchent moins que le SMIC. Le SMIC, c'est le SMIC agricole. On ne peut pas parler d'amélioration des conditions de la femme, de la Moudawana, si on ne parle pas de ces sujets-là, qui peuvent être moins sexy, hein, parce que voilà, on est à l'étranger, à la télé, etc. On a toujours un public plus nombreux pour parler des choses de la Moudawana, mariage des mineurs, etc. Mais il ne faut pas oublier ces aspects-là. J'avais écrit un article sur le mariage des mineurs il y a quelques mois sur Tel Quel, en français, et étant appuyé sur des rapports de l'UNICEF, de l'ONDH, de l'Observatoire national des droits humains au Maroc et développement humain. Et en fait, par exemple, pour le mariage des mineurs, en grande partie, il est dû à deux choses: au décrochage scolaire et difficulté d'accès à l'eau potable. Les milieux ruraux, parce que quand la fille ne peut plus aller à l'école parce qu'il y a un décrochage scolaire pour différentes raisons, décrochage scolaire, d'ailleurs en grande partie le milieu rural pour les filles, c'est le transport scolaire et c'est les toilettes. Avoir des toilettes propres qui garantissent un minimum d'intimité. Donc beaucoup de filles arrêtent d'aller à l'école à cause de ça. Pour ces deux sujets, la proximité et l'accès à l'eau aussi, en partie. Et donc l'ONDH avec l'UNICEF avait fait une étude pour montrer que le taux des mariages des mineurs était 30 ou 40% inférieur dans les communes où on n'avait pas ce problème-là d'accès à l'eau ou d'accès à l'école, de proximité de l'école. Et l'étude était encore plus détaillée de l'UNICEF en prenant des pays, par exemple, comme l'Éthiopie et comme l'Asie du Sud-Est, là où on a le taux de mariage des mineurs le plus élevé au monde. Ça n'est pas forcément dans les pays musulmans, hein, juste pour nuancer cela, dans les pays arabo-musulmans. Et dans ces pays-là, par exemple, j'avais fait des études sur plusieurs villages en Éthiopie, et les villages où il y avait moins de problèmes liés à la sécurité alimentaire, il n'y avait pas de mariage des mineurs. Donc il y a un sujet de sécurité alimentaire, économique. Oui, économique, d'empowerment économique. Aujourd'hui, nous avons un taux d'activité des femmes de 20%. Extrêmement, extrêmement bas. Pour des raisons économiques, mais aussi pour des raisons sociétales.
Non, c'est très intéressant. J'ai quelques sujets de fin avant de terminer cette discussion. On a parlé tout à l'heure d'engagement. Toi, c'est quelque chose qui date depuis plusieurs années et que tu as débuté très jeune. Mais qu'est-ce que tu dis à des jeunes, ou moins jeunes d'ailleurs, qui nous écoutent, qui veulent s'engager mais qui ne savent pas vraiment comment ou qui ont des préjugés, comme on disait tout à l'heure? Qu'est-ce que tu leur dis, c'est-à-dire d'un point de vue même pratique, comment commencer, comment s'informer, etc. D'abord, l'engagement peut prendre plusieurs formes. Pas nécessaire de faire tout ce de la politique ou de faire de l'associatif, du terrain, et que cela soit chronophage, etc. D'abord, l'engagement, c'est de ne pas avoir peur de l'autre, c'est d'aller vers l'autre. D'abord, je ne peux pas te raconter ma peine, qui est vraiment très grande, quand je vois des enfants qui ont 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans, ne pas aller vouloir jouer avec des autres enfants parce qu'il y a des enfants qui parlent que français et d'autres qui parlent que arabe. Ça arrive souvent aujourd'hui. Et qu'aujourd'hui, ne pas faire du séparatisme social vraiment la norme. Nous avons érigé cela en norme. Être avec les gens libhanna. Déjà, en allant vers l'autre, c'est une forme d'engagement qui est importante. Aussi, on parle de la presse. Aujourd'hui, on peut critiquer la presse au Maroc, certains disent, etc., que la presse n'étant pas de qualité, etc. Ça n'est pas vrai. Il y a des organes de presse qui sont de grande qualité au Maroc. Je fais la pub pour personne, mais il existe. Ils ne sont pas très nombreux, mais il y a des organes de qualité. Il se trouve que je suis ami avec les rédacteurs en chef de tous ces organes et je leur pose tout le temps la même question. Francophone comme arabophone. Vous avez des packs abonnements aux journaux. شحال من واحد عندك abonné? Et on me donne des chiffres extrêmement bas. Même pour des publications francophones qui sont censées être lues, suivies par des gens qui ont un certain pouvoir d'achat. Même le pouvoir d'achat, ça n'est pas une question. Ça n'est pas une question, le pouvoir d'achat, parce que il y a des publications en arabe qui proposent des packs d'abonnement de 20-30 dirhams par mois. 20-30 dirhams, c'est 2-3 cafés dans des cafés populaires. Je ne parle même pas des cafés prisés ou les plus chers de Casa. Donc le fait de payer une information de qualité, déjà, c'est soutenir le fait qu'il y ait de l'information de qualité. C'est soutenir. S'engager, c'est regarder ta vidéo, cliquer sur le abonnement et partager tes vidéos. C'est une forme d'engagement. C'est un bon engagement aussi. Exactement. Donc voilà, il y a des choses qui sont élémentaires. Aucun effort n'est anodin. Oui, bien sûr. Écrire sur Facebook, des fois, et montrer son engagement, son indignation. Sur des sujets. Nous avons eu pas mal de sujets qui sont intéressants et qui sont malheureusement, il n'y a que de la désinformation totale. On a eu l'amnistie fiscale. On a par exemple tous les problèmes de pouvoir d'achat depuis des années, depuis le Covid. On a connu une inflation record. Et cette inflation record a permis de mettre au grand jour beaucoup de dysfonctionnements. Beaucoup de dysfonctionnements, beaucoup de mécanismes de rente, beaucoup de non-respect des règles de la concurrence. Et voilà, il faut parler de ça. Moi, je suis extrêmement, des fois, surpris par la résilience excessive de beaucoup de gens à accepter le waqi' dialhom sans s'engager pour le changer. Donc, ce que tu dis d'abord, c'est que l'engagement, c'est quelque chose du quotidien. Ça peut prendre plein de formes. Mais et toutes les formes d'engagement sont bonnes. Tout est D'accord, moi je fais toujours la comparaison. Et il faut commencer doucement. Bon, moi je suis un très mauvais sportif et un sédentaire, hélas. Et si tu me proposes aujourd'hui, tu me dis Zakaria, viens courir avec moi. Mais moi je suis Mohamed, je suis un marathonien. D'accord, soit tu fais avec moi le 15 km مع الخمسة الصباح tu casses dans le soit ما تجيش الله يرحمك. Mais bon, خويا انا على قد الحال. Je suis sédentaire, voilà, je suis pas un grand sportif, etc. Mais si tu me dis, viens courir avec moi, 500 mètres,
Pour commencer. 1 kilomètre, Ouais. je viendrai avec plaisir. Bien sûr. Bien D'accord. sûr. Et peut-être que la prochaine fois, je te dirais non, mais 500 mètres c'est peu, faisons 1 kilomètre, 1 kilomètre et demi. Probablement, je ne serai pas marathonien parce que j'en ai pas les atouts physiques, de temps et mental. Le mental, je l'ai Mais pas, tu auras etc. fait un bon Mais bout de j'aurais chemin peut-être et atteint un bon niveau. Un bon niveau. Ouais, bien sûr. Donc aujourd'hui, c'est aussi la même chose. Il ne faut pas sous-estimer la force de l'opinion publique, l'impact que cette opinion publique peut avoir. Ouais. Il ne faut pas aussi sous-estimer l'importance que les Marocains peuvent avoir pour le débat, l'intérêt que le Marocain ordinaire peut avoir pour le débat, Pour le débat. pour le débat de qualité. J'ai une autre question sur comment tu mènes à la fois ta vie professionnelle et ton engagement. D'abord, peut-être, on n'en a pas parlé d'ailleurs, que tu expliques aussi ce que tu fais à la BERD. J'ai toujours peur de dire BRED, parce que BRED, c'est une banque, c'est une banque, c'est pas la même chose, à la BERD. Et comment tu allies ça avec ton engagement? C'est très difficile. C'est très difficile de faire les deux. C'est pour ça que j'aurais aimé être beaucoup plus engagé que ce que je le suis, ce que je fais. C'est très important. C'est très compliqué d'allier vraiment les deux et d'être sur un engagement continu. Ouais. C'est pour ça que mon engagement, il est certes important, mais il demeure quand même épisodique avec les obligations professionnelles qui sont très importantes. Moi, la BERD est une institution financière internationale, comme toutes les institutions de développement, Banque mondiale, SFI et autres. Nous sommes présents au Maroc depuis 2012 et nous finançons des projets. Nous finançons des projets à la fois dans le secteur privé, à la fois dans le secteur public. Nous faisons du financement, du project finance, du financement structuré, financement bancaire. À la fois en dette et en equity. Bon, l'equity est beaucoup moins important, mais nous finançons, bien évidemment, nous sommes actionnaires de tous les fonds de la place, presque au Maroc. Et nous avons depuis 2012, date à laquelle la BERD s'est installée au Maroc, financé plus de 50 milliards de dirhams de projets. Ok. Voilà, et moi je m'occupe des financements dans le secteur industriel. Ok, super intéressant. Avant de finir, est-ce qu'il y a un sujet dont on n'a pas parlé et dont tu voudrais parler pour finir? Beaucoup. Je pense que on a quand même beaucoup de sujets à discuter aujourd'hui. Nous avons des perspectives économiques qui peuvent être intéressantes avec l'organisation de la Coupe du Monde qui est devenue peut-être un cap et un objectif pour beaucoup d'opérateurs économiques et aussi pour l'État en termes d'investissement dans les infrastructures. Il faut juste éviter de tomber dans ce qu'on appelait Alan Greenspan l'exubérance irrationnelle. Mais je pense que le Maroc connaît une dynamique économique très intéressante. Nous avons aussi une dynamique très intéressante dans le secteur touristique. Il y a quelques jours, le Maroc est devenu la première destination touristique africaine après l'Égypte. Bon, bien évidemment, il faut aussi nuancer cela et poser le vrai diagnostic parce que 50% de ces touristes qui arrivent au Maroc sont des MRE. Et je suis très, très heureux que de plus en plus de MRE viennent visiter le Maroc de façon très régulière, mais aussi s'y installent pour des projets. Je le vois maintenant, beaucoup de MRE s'installent au Maroc pour investir, pour faire des projets, des gens de deuxième, troisième génération qui ne sont pas nés au Maroc et qui viennent au Maroc pour deux raisons. Premièrement, parce que le Maroc s'est pas mal développé par rapport au Maroc que leurs parents ou leurs grands-parents ont connu dans les années 60-70, ce n'est plus le bled. C'est un pays où il y a quand même un écosystème qui soutient l'investissement, un pouvoir d'achat, une certaine croissance économique, même si elle est insuffisante, mais qu'elle est là. Et puis, moi, je dis aujourd'hui ce que je disais il y a quelques années pour le foot. Je disais que nous avons beaucoup de grands joueurs marocains qui sont nés en Europe et qui auraient pu jouer dans des grandes équipes européennes, dans des équipes nationales en Europe, mais qui viennent au Maroc. Et je remercie l'Europe d'avoir raté sa politique d'intégration. Et aujourd'hui, avec la montée importante, progressive et de l'extrême droite en Europe. En Europe, dans beaucoup de pays. Beaucoup de pays. Je pense que l'extrême droite est au pouvoir de pouvoir dans plein de pays. Beaucoup de MRE marocains
vont peut-être envisager les années futures à s'installer C'est au une Maroc. dynamique qui a déjà C'est une commencé dynamique et qui est là, s'accélère. qui s'installe. Moi, je l'ai vu, des gens qui me disent, bah, écoute, j'en peux plus, ça va mal. Même si je suis cadre supérieur, que je vis en Europe, que l'ambiance me va plus, me convient plus, donc j'ai envie d'être au Maroc aujourd'hui. D'y investir, surtout que le Maroc s'est développé, qu'il y a ça d'un côté. Après, le tourisme, sans rentrer dans le détail, mais quand on examine les chiffres, on voit que la durée moyenne de séjour est relativement faible par rapport à des pays comme l'Égypte. Hein. Le Maroc, c'est 3-4 jours en général. La durée moyenne de séjour en Égypte, c'est 9 jours. D'accord ? Parce que l'Égypte aussi... Bon, l'Égypte étant plus loin de l'Europe, donc les gens qui viennent de l'Europe ne vont pas venir pour un week-end. Alors que le Maroc, c'est 2 heures, 2 heures et demie ou 3 heures de beaucoup de capitales européennes. Mais aussi parce que l'Égypte présente une offre, disons, historique et balnéaire importante. Ahram et Sharm el-Sheikh. À nous de développer une offre balnéaire de qualité. Et aussi de miser plus sur le côté visite historique et culturelle marocain. Je pense qu'il faut beaucoup investir dans ça. Et aussi, quand on parle du tourisme, quand on parle de tourisme au Maroc, on parle aussi, par exemple, de transporteurs aériens. Et quand on parle de l'aérien, on parle d'abord des compagnies low cost, plus que la Royal Air Maroc. Ryanair, c'est à peu près 40% ou 50% des sièges au Maroc. Hein. Je pense, si ma mémoire est bonne. Et quand on parle de Ryanair, qu'est-ce que ça invoque pour toi? Ryanair ou EasyJet, etc. Du low cost, forcément. Du low cost. Mais le low cost plus loin dans l'analyse, c'est le voyage sans valise. Ou là, avec une petite valise de 10 kilos. Et le voyage court. Court, on en a parlé, mais je parle du voyage sans valise. Et donc, c'est-à-dire que tu viens avec une petite valise. Bon, ok, si tu viens avec une petite valise de 10 kilos, tu ne vas pas acheter de l'artisanat au Maroc. Tu ne repars pas avec grand-chose. Tu ne repars pas avec grand-chose. Tu ne repars pas avec de l'artisanat marocain qui est, disons, une des marques de fabrique du Maroc. Moi, si j'étais le gouvernement, je subventionnerais toutes les valises. Le pack à 20 € que tu achètes en plus pour avoir la grande valise, et repartir moi je le paierais. Et repartir avec plus moi je le paierais pendant quelque 2-3 ans. Ma fait le paye, ça coûte combien? Il y a 4 millions de vols, 4 millions de personnes qui viennent au Maroc, je pense par Ryanair ou le fois 20 ou 30 €. Enfin 20-30 €, bon ça coûte très cher, mais je peux faire ça à moitié ou le Haja pour encourager l'artisanat au Maroc qui ne profite pas كما يجب من هاد l'embellie du tourisme marocain. Donc voilà, il y a ça. Bon, après sur la question de pouvoir d'achat, c'est quand même une question qui est très très importante, dont on parle pas suffisamment et qui montre aussi des grands problèmes structurels. Aujourd'hui, nous avons un moment, aujourd'hui maintenant c'est assez, mais nous avions un moment l'inflation alimentaire qui était extrêmement importante. Et quand on voit l'inflation alimentaire est due plusieurs fois à la chaîne de distribution avec plusieurs intermédiaires qui gardent toute la valeur ajoutée en termes de prix, et avec le rôle beaucoup trop important qu'on donne au marché de gros qui n'ont pas été réformés depuis des décennies et que tout le monde appelle de ses voeux. Il y a de la réforme des marchés de gros. Les marchés de gros, je me rappelle même plus, 7% de ce que tu poses comme produit. Il y a un produit alimentaire ou le produit fruits et légumes. Donc ça renchérit le prix. C'est des rentes. Et donc on appelle ça le mourbat ou le karouat. On dit بالدارجة 7%, c'est énorme. Et en plus, avec une infrastructure logistique et de stockage qui est hyper nulle. D'accord. Et aujourd'hui, tu as des statistiques officielles du CESE, par exemple, qui te disent que 30% des fruits et légumes à cause des conditions de stockage et de transport. Qui ne sont pas vendus. Ce qui se répercute aussi dans le prix. Vous perdez ça. Donc déjà, tu as 30%. 30%. Et à rajouter à cela, par exemple, un des moyens de lutter contre le gaspillage alimentaire en Europe, c'est d'investir dans l'industrie de transformation. Il y a les fruits et légumes.
les confitures, les sauces, etc. En France, c'est 40%. Ouais, je pense en 40% en France. De la transformation. Ouais. Au Maroc, c'est même pas 10%. Ouais. Voilà. Donc voilà. Plein d'idées qui peuvent aussi améliorer sur ces points. Parce que, comme on disait, comme disent certains politiques français, c'est la fin de l'abondance. Et je pense que cette fin de l'abondance, elle est mondiale, hélas. Ouais. Écoute, Zekaria, c'était passionnant. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir accepté de jouer le jeu et de discuter de tous ces sujets. Un immense C'était super intéressant. Merci beaucoup. Et tu reviens quand tu veux pour parler encore des nouveaux sujets qui arriveront et de tout ce dont on n'a pas pu parler, forcément. Exactement. Parce qu'on a pu rentrer dans quelques sujets, mais il y en a plein d'autres où on ne pouvait pas forcément rentrer dans le détail. Mais en tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup. Super. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le autour de vous, abonnez-vous à la chaîne. Et comme vous le savez, on est sur YouTube, mais aussi sur Spotify et Apple Podcasts. Donc partagez Next Wave autour de vous pour nous aider à faire connaître ces podcasts.